Bonjour, nous voici réunis pour un grand rendez-vous de la prévention santé réalisé par Eddy Marc avec le soutien de l'UNIM, partenaire d'Alliance, sur un sujet aujourd'hui complexe, un sujet de société qui est celui de la fin de vie, de l'accompagnement des patients en fin de vie, mais également des décisions de limitation des soins, d'arrêt des soins, et dans le débat actuel de société, d'une éventuelle légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Alors juste pour rappeler un peu le contexte, depuis les années 80, il y a un grand débat en France sur la légalisation de l'euthanasie, on y reviendra. Il y a un deuxième grand sujet, moins connu mais important, qui a été porté par la réanimateur, qui a été la légitimité d'arrêter des soins quand ceux-ci devenaient inutiles et que tout avait été tenté pour sauver la vie d'un patient. Et ce qui avait amené à cette première loi sur la fin de vie, la loi de 2005, dite loi Leonetti, qui autorisait des soignants à limiter les soins et à arrêter les soins quand ceux-ci devenaient inutiles. Alors bien sûr, ça fait l'objet de grands débats, y compris médiatiques. On a connu des affaires comme l'affaire Vincent Lambert, où les proches étaient en désaccord avec l'équipe médicale. Mais voilà, en tant que médecin, il faut avoir le courage d'assumer le fait que certains soins n'ont plus aucune portée en termes d'espérance de vie ou de sauvetage de la vie et qu'il est légitime de les arrêter, en particulier en réanimation, par exemple, pour ne serait-ce que libérer des moyens pour d'autres patients. C'est un sujet souvent complexe, mais courageux à porter. Et donc, dans le cadre de cette loi dite Leonetti, il y a eu des évolutions législatives au fil du temps qui ont amené jusqu'à aujourd'hui, à autoriser ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, qui est une méthode thérapeutique, c'est important de le dire, d'accompagnement de la fin de vie, qui va amener le patient à s'endormir, comme on dit dans le grand public, puis à mourir dans une sérénité, c'est important de le dire, puisqu'il y a des fins de vie qui peuvent être violentes, et le fait d'avoir cette sédation profonde et continue va donner de la sérénité au patient. Donc, de ce point de vue-là, le débat aujourd'hui rebondit, puisque dans la société, certaines personnes voudraient que l'on aille plus loin, en particulier en légalisant l'euthanasie, c'est-à-dire un geste qui serait volontairement fait et délibérément mis en œuvre pour entraîner le décès du patient, alors que ce décès ne serait pas si proche que ça. Et on reviendra sur la question de la temporalité. Et puis avec une deuxième modalité qui serait le suicide dit assisté, et Guillaume nous redécrira ça pour que chacun comprenne bien les enjeux. Donc effectivement, pour débattre de ce sujet-là, je suis accompagné donc, par Guillaume Grandazzi, qui est sociologue à l'université de Caen et membre de l'espace original éthique de Normandie, et Mylène, également membre de notre espace éthique, qui est philosophe. Et il se trouve que nous avons beaucoup travaillé ce sujet-là avec des ateliers citoyens, des rapports avec les professionnels, et que de ce point de vue, nous avons participé au débat national qui avait été initié en particulier par le Comité consultatif national d'éthique et qui a donné lieu à un avis auquel vous pouvez vous rapporter, un avis relatif à la fin de vie et aux enjeux des questions qu'on vient de poser. Alors pour initier le débat, on va commencer peut-être par clarifier un peu les concepts, Guillaume, parce que je viens de dire beaucoup de choses, et ne serait-ce qu'entre euthanasie et suicide assisté, les enjeux ne sont pas les mêmes, et je pense que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent la complexité qu'on va essayer de rendre un peu simple. Tout à fait, et peut-être même qu'avant d'aborder la distinction entre suicide assisté et euthanasie, je reviendrai sur finalement les modalités contemporaines au travers desquelles la mort est appréhendée aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, en tout cas, après des décennies ou des siècles, peut-être même de ce que certains ont appelé le déni ou l'occultation de la mort dans nos sociétés, on sera amené depuis quelque temps à avoir un triple rapport à la mort. Finalement, soit on essaye, par le biais de la médecine et des avancées techniques et scientifiques, de la retarder le plus longtemps possible, et on y arrive, on y parvient, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, avec même jusqu'à des rêves portés par le mouvement transhumanisme d'éradication de la mort, d'immortalité. Donc ça, c'est une première voie, et puis on voit bien que quand même, cette seule approche a conduit à des formes de mal mourir dans nos sociétés, qui ont conduit à s'intéresser à d'autres formes d'accompagnement de la mort. C'est l'objet, par exemple, de la médecine palliative, de proposer une autre façon d'accompagner les personnes en fin de vie. Et enfin, une troisième modalité qui rejoint la volonté éventuellement de faire changer la loi actuelle en anticipant la mort, ou en tout cas en essayant de maîtriser les modalités, les conditions et la temporalité de sa survenue.
Et donc c'est trois voies assez différentes, mais complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que finalement, même si les partisans et les détracteurs de l'évolution législative partagent en tout cas un certain nombre de concepts, c'est-à-dire la question de l'autonomie du patient, la question du respect de sa dignité, et au nom de ces mêmes notions, de ces mêmes concepts, on peut défendre des points de vue très différents. Pourquoi ? Parce que l'autonomie peut être jugée très différemment selon qu'on est dans une approche héritée d'Emmanuel Kant, par exemple, où l'autonomie, c'est d'abord une obligation. C'est une obligation de respecter la personne en tant qu'elle est porteuse de dignité. Et donc, on n'a pas le droit d'attenter à sa vie, de mettre fin à sa vie ou de considérer son corps comme une chose. C'est ce qui est interdit, la prostitution, par exemple, aussi, ou l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, c'est une conception de l'autonomie qui est plutôt une forme d'obligation et de contrainte. Alors que les partisans de l'évolution législative ont plutôt une conception de l'autonomie qui met l'accent sur la liberté, une conception un peu libertarienne finalement, où c'est la liberté de l'individu qui prime, et au nom de cette liberté, c'est à lui de décider de ce qu'il veut pour sa fin de vie. Et donc, on voit aujourd'hui que nos sociétés ont tendance à mettre davantage l'accent sur l'autonomie en tant que liberté plutôt qu'en tant que contrainte et obligation, d'où le fait que dans pas mal de pays, notamment autour de nous, autour de la France, un certain nombre de législations évoluent vers une dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, sachant que les deux sont différentes. Pourquoi ? Parce que l'euthanasie, c'est déléguer à autrui l'agentivité de la mort. Le geste létal est accompli souvent par un professionnel dans les pays où c'est légalisé, mais on pourrait imaginer que ce soit d'autres acteurs de la société qui soient aux manettes, entre guillemets, et puis, alors que pour le suicide assisté, il s'agit d'une prescription létale. Et là encore, on peut envisager deux formes de suicide assisté, une forme qui serait plus avec une prise en charge institutionnelle, médicalisée, qui se passerait à l'hôpital, dans une équipe de soins, etc., où la personne aurait une prescription létale, mais prendrait le médicament, entre guillemets, dans un contexte médicalisé, mais on peut aussi envisager le suicide assisté comme une prescription que la personne serait susceptible d'aller chercher ou pas, et de prendre à domicile. Et donc, sont le même accompagnement qu'un accompagnement institutionnel. Et donc, évidemment, la place des professionnels, des proches et de tout un tas d'acteurs, le pharmacien, les associations, etc., vont être très différents selon qu'on va vers le suicide assisté ou vers l'euthanasie, sachant qu'évidemment, que l'euthanasie est beaucoup plus transgressive, d'un point de vue symbolique en tout cas, puisque là on revient sur l'interdiction de l'homicide, sur l'interdiction de tuer. Donc on remet en cause un interdit moral majeur dans nos sociétés, et ce que ne fait pas le suicide assisté. Et cette transgression, elle pose problème évidemment pour tout un ensemble de professionnels de santé, parce que ça contrevient ne serait-ce qu'au serment d'Hippocrate, au fait que le médecin ne doit pas porter préjudice à son patient et évidemment ne pas concourir à sa mort. Et en fait, on voit que dans les législations qui ont autorisé l'euthanasie, elles autorisent également le suicide assisté. Alors que l'inverse n'est pas vrai. On peut autoriser le suicide assisté, par contre maintenir un interdit important sur la question de l'euthanasie. C'est vrai que dans l'euthanasie, quelque part, il y a une remise en cause fondamentale du rôle des soignants, parce qu'on imagine mal le geste fait par une autre personne qu'un soignant, parce que ça a été évoqué, mais ça paraît peu probable. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça bouleverse dans le débat public le rôle du soignant. Des gens de toute confession d'ailleurs, de tous horizons politiques, bien que soignants, se disent « nous n'avons pas à porter ce geste sur le patient ». Le suicide assisté donne en apparence l'idée que le professionnel de santé est moins impliqué et que c'est le patient lui-même autonome qui va agir, mais on sait que ce sera beaucoup plus complexe que ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que ce patient il sera quand même pris en charge par une équipe soignante dans son parcours de vie, donc il n'est pas aussi simple de dire que les équipes soignantes seraient totalement externalisées du système. Mais n'empêche que, oui, d'un point de vue, on va dire, philosophique, on va y revenir avec Mylène, c'est vrai que l'autonomie du patient est plus sacralisée et respectée
dans le geste du suicide, puisqu'il y a même des grands éléments gréco-latins autour du suicide et de l'autonomie, au fait de se retirer de la société quand on fait le choix d'une vie qui ne vaut plus le coup d'être vécue. Juste un petit mot aussi, Guillaume, peut-être revenir, le mot de dignité est souvent mis en avant. Je pense que c'est important de dire que on est tous d'accord pour dire qu'il faut respecter la dignité du patient. Le problème, c'est que personne n'a la même conception de la dignité. Et que quand on évoque ou qu'on invoque la dignité, faut faire attention de savoir de quelle dignité on parle. Tu as un petit regard là-dessus ? Oui, tout à fait. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur parce que la dignité, elle est pensée en lien avec la question de l'autonomie du patient, en fait. Et donc pour Kant, l'autonomie, c'est respecter sa propre dignité, en fait. Alors que pour d'autres, la dignité, c'est d'abord respecter la liberté du patient de décider pour lui-même de ce qui est digne pour lui, finalement. Et donc voilà, on a soit une conception très individualisée et personnelle de la dignité qu'on va respecter, soit une conception beaucoup plus collective de la dignité, auquel cas, c'est plus uniquement à la personne elle-même de décider seule de ce qui est bien pour le respect de sa propre dignité. Finalement, la dignité lui échappe en quelque sorte parce qu'elle est portée par l'État ou par le corps public, etc. J'aimerais bien qu'on bénéficie du regard de Mylène du point de vue de la philosophe, parce qu'on parle de sujets qui sont même graves et lourds de conséquences. Et le rapport au temps est important. Il y a le temps de la demande formulée le patient, il y a le temps de l'acceptation de cette demande éventuelle, il y a le temps de la réalisation. Et on pourrait imaginer, comme ça, dans un imaginaire un peu fou, que dès lors qu'une personne demanderait à se retirer du monde et à mourir, dans l'heure qui suit, on lui donnerait les moyens de le faire. On voit un peu le danger de ce type d'approche, parce qu'il faut forcément déjà un délai de réflexion. Et puis, la temporalité, vous savez, les gens disent souvent, les patients, on ne veut pas souffrir, tout le monde est d'accord qu'il ne veut pas souffrir, mais en même temps, ils disent, je veux continuer à vivre le temps qui me reste à vivre avec mes proches pour transmettre. Alors, ce rapport au temps et la temporalité dans la fin de vie, comment on l'articule avec ce débat complexe sur l'euthanasie et le suicide assisté ? La notion de temporalité, d'une manière générale, c'est vraiment une source de quiproquo dans les débats. D'abord parce qu'au niveau philosophique, on fait une différence très nette, et c'est Bergson qui est à l'origine de ça, du temps objectif, quantitatif, et puis du temps existentiel, qualitatif. Or, dans le domaine du médical ou dans le domaine du juridique, on aurait tendance à objectiver le temps en cherchant notamment à évaluer le moment où l'accès à une possibilité de suicide assisté, par exemple, serait accessible dans un moyen terme, dans un court terme, dans un long terme. Ça, c'est le temps objectivé. C'est le temps opératoire de la pratique médicale. C'est le temps aussi qui nous reste à vivre, puisqu'il ne faut pas oublier que la fin de vie, elle est déterminée aussi par une sorte de compte à rebours qui est posé par le diagnostic médical. Ça, ce serait le temps objectif. Un temps objectif qu'il faudrait finalement fixer dans une loi, mais qui reste vague, parce que quand on dit, notamment dans la sédation profonde et continue, on parle de temporalité. Dans une évolution éventuelle de la loi, on parlerait par exemple de moyen terme. Qu'est-ce qu'on entend dans ce terme de moyen terme ? Le temps existentiel, c'est tout autre chose. Et pour certaines personnes, la fin de vie peut se résumer à quelques jours. Pour d'autres, ça va être quelques mois. Pour d'autres, c'est même des années. Puisque justement, ils axent leur fin de vie sur la perte de leur dignité, qui, comme le disait Guillaume, est d'abord, pour certains, une évaluation intime. On a donc finalement un quiproquo entre la volonté de donner des règles collectives à travers le médical, c'est-à-dire à travers un outillage objectif ou à travers la loi, qui est en contradiction avec le ressenti des gens pour qui le temps finalement, et on le sait tous, peut se dilater. Voilà, quelques minutes peuvent nous paraître des heures, quelquefois dans notre vie, et puis inversement, quelquefois des heures, lorsque notamment elles sont joyeuses ou qu'elles sont dramatiques, peuvent durer quelques secondes. On a donc finalement une incompréhension entre le temps qu'il faudrait objectiver pour la loi ou pour le médical dans les actes, et puis le temps existentiel tel qu'il est compris par les personnes qui auraient le désir de mettre fin à leur vie. Alors, le terrain d'entente entre les deux, c'est le fait évident que les deux temporalités doivent se rencontrer, doivent s'accorder. Ce qui veut dire que, évidemment, on ne pourrait donner, satisfaction à quelqu'un qui demanderait une fin de vie dans un temps court,
Voilà, parce qu'il ne s'agirait plus là finalement que d'une prestation de service et on est bien loin de ce que pourrait être le soin dans ces conditions-là. Et puis d'un autre côté, le temps finalement d'un tel dispositif serait un temps relationnel, serait un temps de réflexion, un temps qui ne doit pas et qui ne peut pas connaître l'urgence. C'est un temps qui finalement se mûrit à deux, c'est-à-dire notamment le corps soignant s'il était amené à produire ce geste, ou les accompagnants si ce n'était pas le corps soignant, et puis la personne elle-même qui doit être sûre de son choix, qui doit finalement avancer elle-même et se laisser le temps d'avancer vers ce choix. Ça ne pourrait donc jamais être quelque chose de réglé, je dirais, dans l'urgence et dans une temporalité courte. Il s'agirait de mettre en accord le temps objectif et le temps subjectif, le temps du soignant, le temps des vivants qui sont autour et qui attendent sûrement quelque chose de la personne qui voudrait mettre fin à sa vie, et puis le temps de la personne qui se croit ou qui se dirait mourante et qui aurait besoin effectivement de maîtriser ce moment à sa manière et dans sa propre temporalité. Donc ça rajoute beaucoup de complexité à une Absolument. éventuelle évolution de la loi, parce que, je le dis souvent, hein, le législateur pourrait dire je suis pour ou je suis contre le suicide assisté ou une approche euthanasique. Mais dans le comment, dans la mise en œuvre, on voit très bien que par exemple le législateur devrait se poser la question du délai de réflexion. Absolument. Alors est-ce que le délai de réflexion, il doit le fixer dans le marbre, à quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Ce qui est certain, et je pense que ça a été très bien dit à l'instant, tout ce qui relève de l'urgence est relativement risqué d'un point de vue des fondements de l'éthique, hein, de mûrissement d'une décision, de la réflexion. Et à l'inverse, laisser un temps trop long pourrait donner l'impression d'une société qui refuse de faire droit aux volontés d'un individu. Mais bien malin, si on me posait la question, de dire dans la loi, il faudrait 15 jours, 3 semaines, voilà. Donc en fait, on est vraiment dans ce que tu viens de dire, dans la subtilité du soin, chaque cheminement étant individuel. Est-ce que la loi pourrait inscrire que chaque cheminement est individuel? Pourquoi pas? Et que la temporalité la plus légitime, c'est celle du patient lui-même et de son histoire de vie. Mais il n'empêche qu'il faudra quand même un cadre. Et puis un autre point sur lequel on pourrait peut-être revenir entre vous deux, c'est on aborde assez rarement, me semble-t-il, dans le débat public, la question de qui décide que la volonté du patient doit être reçue et exécutée. Alors dans une dimension très libérale au sens global du terme, on pourrait dire c'est au patient lui-même et personne ne doit réguler cette pratique-là. Moi, je ne suis pas médicalement serein là-dessus, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui fluctuent, il y a des patients qui évoluent. À l'inverse, on pourrait dire c'est une structure étatique, nationale, si possible localisée à Paris, pour qu'on voit bien le centralisme républicain, qui décidait de recevoir toutes les demandes, et il y aurait un jury, on voit bien que ce n'est pas une solution acceptable. Et donc voilà, la question de la régulation aussi est importante, parce que les gens ont toujours peur d'un système qui pourrait dériver vers des abus. Alors, Guillaume, tu as un regard sur ça, sur régulation, abus, dérive? On ne peut pas exclure ça du débat. Bien sûr. En tout cas, dans les pays qui ont légalisé ou dépénalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, on voit que globalement, les critères d'éligibilité sont les mêmes dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que la demande émane du patient lui-même, que cette demande soit faite avec tout le discernement nécessaire, évidemment, et soit réitérée plusieurs fois, donc avec la question du délai, de la temporalité, mais je dirais l'enjeu du délai me semble pas si important dans la mesure où l'enjeu de l'évolution législative, c'est de donner accès à des personnes, à des aides, ce qu'on appelle des aides actives à mourir, quand le pronostic vital est engagé dans les pays où c'est légalisé, c'est 6 mois, à peu près 6 mois. Donc alors qu'aujourd'hui, la sédation profonde et continue, on peut y avoir accès quand on est vraiment en toute fin de vie, c'est-à-dire quand la mort est annoncée ou prévue dans les heures ou les jours qui suivent. Là, l'idée, c'est d'être dans le moyen terme, ce qui reste assez flou, mais l'idée, c'est à peu près 6 mois de pronostic vital. Donc évidemment qu'il y aura un délai de réflexion de quelques semaines peut-être, mais il ne faut pas non plus que ce soit un délai de réflexion de 5 ou 6 mois, puisque ça n'a plus aucun sens dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, en tout cas, il faut que cette demande qui émane du patient, elle soit validée par le corps médical, c'est-à-dire qu'il rentre dans les critères d'éligibilité,
que sont la question du pronostic vital et puis le fait d'être jugé en capacité de possession de tous ses moyens, de faculté de jugement, etc. etc. Donc, évidemment, peut-être que, comme on le disait tout à l'heure, les médecins ont un rôle moindre dans le suicide assisté que dans l'euthanasie, mais pour autant, leur responsabilité éthique est tout aussi importante et tout aussi forte. Dans les deux cas, évidemment, la question reste posée de la même façon. Et au bout du compte, c'est quand même le corps médical qui décide, enfin qui reste possesseur de la décision d'accéder ou pas à la demande du patient. On pourra revenir sur ce sujet, mais j'ai interrogé aussi Mylène sur ce même point de vue. Mais quand on dit le corps médical, moi j'ai l'impression d'être un grand corps. Voilà. Mais il faut se poser la question de c'est quoi ce corps médical? Parce que ça peut être les acteurs de la médecine palliative. Or, on sait qu'ils ne sont pas forcément partants pour confondre la philosophie de leur démarche palliative avec un acte qui accélérerait le décès, on peut le comprendre. On pourrait dire que c'est le médecin traitant, mais quelle est sa légitimité à décider seul? Donc le corps médical, ça mérite encore d'être discuté. Est-ce que c'est une collégialité médicale? Quel type de collégialité? Et encore une fois, on voit que voilà, le législateur a encore beaucoup de pas de réflexion à avancer sur ce point de vue-là. À l'extrême, on pourrait même imaginer que ce ne soit pas qu'un corps médical. Ça pourrait être un corps pluriprofessionnel, voire accompagné de jurys citoyens. Enfin, on peut imaginer voilà, beaucoup de régulation. Mais en tout cas, la régulation s'impose. Mylène, par rapport à la question de la liberté, justement, ça veut dire que si on met de la régulation, on bloque la liberté des gens à agir, à décider de leur propre destin, ou est-ce que finalement on les protège malgré eux? La régulation limite toujours un peu la liberté, mais l'autonomie, c'est pas la liberté. L'autonomie respecte finalement les règles collectives et on ne peut pas engager un débat sur ce type de sujet sans avoir un point de vue collectif. La régulation, elle irait à la protection, évidemment. C'est une façon aussi, je pense, de mieux estimer la capacité d'autonomie et de demande. Et puis, il y a dans ce type de sujet une dimension collective qu'il ne faut pas ignorer et on ne peut pas ramener la demande de mort ou la mort simplement à une décision qui relèverait uniquement de l'intimité et qui ne tienne pas compte des aspects symboliques et culturels qui sont en jeu dans une société du point de vue de ce genre d'évolution législative. Ouais, je pense qu'il y a des régulations protectrices, ne serait-ce que pour éviter les dérives. Puis Guillaume l'a redit, on a bien vu dans notre débat que dès lors que la personne ne serait plus autonome et donc incapable de formuler sa volonté, ça rouvre aussi un autre type de débat, actuellement plutôt clos en France. On a l'impression que quand la personne aura perdu son autonomie ou qu'elle ne sera pas capable de décider, l'ouverture vers l'euthanasie ou le suicide assisté serait fermée. Mais il n'empêche que ce débat pourrait aussi se poser de qui décide à la place de l'autre, de la mort de l'autre. Donc il nous faudra refaire peut-être une autre séance et une autre émission sur ce sujet-là. Mais en tout cas, juste pour dire à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, on voulait vous éclairer sur cette complexité. On vous invite à suivre les débats de société qui vont continuer parce que le projet de loi, on ne sait pas finalement comment il va être déposé, quel va être son avenir politique. Mais en tout cas, notre rôle, nous, c'est sans prendre parti, de vous aider, de nous aider à réfléchir tous ensemble et à comprendre que faire une loi, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, puisque derrière, il y aura des décisions qui seront assez lourdes à porter pour tout le monde, que ce soit pour les citoyens que pour les professionnels.